Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui, juste après cette slide-là, je vais vous parler des secrets du monde startup. Donc là, j'ai fait une présentation, j'ai beaucoup parlé sur la chaîne de beaucoup de vidéos sur le monde startup, mais là, j'ai synthétisé beaucoup d'informations, que ce soit sur des méthodes de valorisation, comment j'analyse un bon deal, etc., qui va permettre autant du côté investisseur que du côté startup de prendre énormément de valeur. Donc, sans plus tarder, donc là, ma petite slide, les secrets du monde startup. Suite à ça, alors là, je vais les passer comme ça sera plus simple. Là, j'ai fait une slide avec les différentes étapes de levée de fonds d'une startup. Donc, de la pré-seed à la série B qui peut aller jusqu'à l'IPO ou la série Z. Grosso modo, une pré-seed, c'est vraiment là où la startup est early stage. On n'a pas de traction, on n'a pas de chiffre d'affaires, on n'a vraiment rien, on a une idée et une équipe. Et c'est là où c'est le plus dur de lever. Parce que forcément, les investisseurs, surtout à l'heure d'aujourd'hui, vont beaucoup plus investir en série A sur une seed déjà bien passée et sur une série A, série B où on a déjà du revenu, on a déjà une traction. Donc vraiment, j'ai énormément de startups qui viennent me pitcher et le problème est toujours sur la pré-seed. En général, les séries A, les valorisations sont déjà actées, sont plutôt bien établies et les investisseurs et surtout les fonds d'investissement, même les fonds d'investissement qui se disent early stage, en général investissent dans une startup qui lève en seed série A. Donc voilà, en fait, ces étapes-là, c'est les étapes d'avancer d'une startup. Donc pré-seed, comme je dis, c'est vraiment early. La seed, on est vraiment en plein milieu, on a un début de traction, on a soit un MVP, on a un POC, on a potentiellement un peu de revenus qui se passent. Mais voilà, il nous manque encore de l'argent pour aller chercher encore du scaling. La série A, on a du revenu, la boîte tourne bien et là on vient financer vraiment une expansion, que ça soit internationale ou on veut ouvrir un autre marché, on veut ouvrir une autre région, on veut ouvrir, voilà, on veut vraiment aller chercher du scaling au-dessus du scaling de la seed. Et série B, là on vient vraiment développer vraiment autre chose, recruter en masse, etc. Et puis après jusqu'à l'IPO comme j'en ai parlé, qui est une entrée en bourse. Voilà pour les petites étapes. Après, on a les méthodes de valorisation, donc plutôt la méthode de valorisation. Donc là, je suis parti sur de la pré-seed parce que c'est là où c'est le plus compliqué. J'ai mis la seed, mais voilà, on est vraiment sur du pré-revenu, donc avant d'avoir du revenu. Et voilà, 5 000 € par mois, ce n'est pas du revenu encore une fois. Donc là, on est vraiment sur de la valorisation intangible, comme on dit. Après, quand on passe sur la série A, là, on a du revenu, donc la valorisation va se faire un petit peu sur autant le potentiel de scaling que les chiffres, donc des multiples de BE, des multiples de chiffre d'affaires, etc. Donc en 1, il faut déterminer le montant nécessaire et en 2, à ce stade, la dilution est d'environ 20-25%. En pré-seed, si vous souhaitez diluer uniquement 5%, c'est très compliqué. En général, quand on est une pré-seed, quand on est une startup en pré-seed et qu'on souhaite lever 100 000 €, 200 000, il faut être OK d'un autre côté de faire des concessions parce que l'investisseur en face prend énormément de risques forcément et il ne va pas prendre ces risques-là pour 5% du capital. À ce stade-là, ce n'est pas possible. Donc, il faut être OK de diluer une grosse fourchette entre 15 et 25. Là, j'ai mis entre 20 et 25, mais c'est entre 15 et 25. Et en fait, quand vous avez le montant que vous avez besoin de lever, face à cette dilution, forcément, vous avez le calcul de votre valorisation. Un exemple, une startup a besoin de 500 000 pour développer une V1 de son SaaS. Elle va valoriser sa startup à 2,5 millions pour 20% du capital. Attention, je veux bien le disclaimer parce que là, certains vont calculer avec leur méthode de calcul. On vont dire « Ah, mais non, ce n'est pas possible ». Ça dépend si vous êtes en pré-monnaie ou en post-monnaie. En pré-monnaie, c'est la valorisation avant d'avoir les 500 000 investis. La post-monnaie, c'est après les 500 000 € investis. Voilà, donc là, c'est très important de le prendre en compte aussi. Voilà un petit peu pour l'exemple. Donc en fait, à chaque fois qu'on me demande « Johnny, comment je peux savoir combien vaut ma boîte ?» c'est très simple. Tu lèves 100 000 € et tu es OK de diluer à 20%. Vous avez le montant de la valorisation de cette startup. Et d'ailleurs, on va faire un petit jeu. Mettez-moi en commentaire la valorisation que je viens de dire juste avant pour voir si tout le monde a bien compris. Donc ça, c'était pour les méthodes de valorisation. Et là, on va parler un petit peu les codes d'un bon pitch deck. Donc là, c'est plus du côté
on va dire startup. Donc, je passe toutes les slides comme ça, c'est plus simple. Entre 10 et 20 pages, voilà. Arrêtez de faire des decks avec 30, 40 pages où il y a, voilà, il y a à boire et à manger dedans, ça c'est stop. Un bon deck, ça se fait entre 10 et 20 pages et en suivant la structure suivante. Problème, solution, marché cible, modèle économique, la concurrence, évidemment l'équipe, le besoin de financement et les prévisions financières. Avec tout ce que je viens de vous dire, ce n'est pas une slide par structure, mais c'est vraiment la chronologie qu'il faut suivre. Maintenant, voilà, vous pouvez rassembler par exemple le modèle économique et les prévisions financières. Ça, en général, c'est quelque chose qui se voit. L'équipe est une slide très importante parce qu'à ce stade-là, il faut qu'on soit en mesure de mesurer, comment dire, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir calculer quel profil suit votre vision. C'est-à-dire que demain, vous voulez faire une startup dans l'écologie et il y a des pointures de l'écologie qui suivent le projet et qui font partie de l'équipe de votre startup. Là, c'est un énorme point pour nous. S'il y a un ex-CEO d'une grosse boîte en green tech, s'il y a un DAF d'une boîte dans l'écologie, dans la reforestation, etc., là, ça peut être intéressant. Voilà, et surtout, être très clair sur cette structure-là. Comme je l'ai dit avant, 10-20 pages. Appuyez sur la traction. Donc, si vous avez une traction, que ce soit une communauté, vous avez un premier MVP, que vous avez une première version, que vous avez une maquette, que vous avez un design, que vous avez un logo, vous avez des brevets, vous avez ce que vous voulez, ça, il faut absolument appuyer sur le moindre document, le moindre preuve que vous avez tangible que vous pouvez mettre et que vous pouvez appuyer auprès des investisseurs. Ça, c'est très important. Et encore une fois, un joli design. En tant qu'investisseur, on lit des pitchs tous les jours. On en lit des fois 4 par jour. Si vous avez un design qui n'est pas beau, ça, voilà, c'est pas possible. Donc, un joli design, on respecte la structure que je viens de dire. On appuie sur le peu de traction qu'on a entre 10 et 20 pages. Et là, en général, on fait carton plein. Voilà, là, j'ai mis d'autres choses aussi. Le storytelling qui est très important. 30 minutes de pitch, c'est la moyenne. Encore une fois, ne me faites pas un pitch de 1 heure. C'est beaucoup trop long et en tant qu'investisseur, pas forcément le temps d'écouter 1 heure. On n'a pas le temps de poser des questions derrière. Donc en général, moi, ce que je dis au CEO d'une startup, il faut qu'il apprenne à pitcher sa startup en 1 minute, donc même en 30 secondes. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue, vous avez 30 secondes, vous le pitchez en une phrase, en 30 secondes, en 1 minute, en 15 minutes et en 30 minutes. Là, vous êtes plutôt bon pour avoir tous les modèles possibles. Si demain, vous croisez quelqu'un dans la rue, comme je vous ai dit, vous avez 30 secondes, vous savez pitcher votre startup. Si un investisseur dit « Écoutez, je suis arrivé en retard dans le call, j'ai que 15 minutes, pitch-moi de vite fait », vous avez préparé votre pitch en 15 minutes. Et derrière, si vous avez le temps, vous pouvez prendre le temps, vous le faites en 30 minutes. Pas de blabla. Ne commencez pas à raconter des choses qui n'ont pas leur place, vous n'avez que 30 minutes, donc appuyez sur les points importants. Laissez la place aux questions-réponses. Et ça vient avec justement le petit texte que j'ai mis là. Ne contrez pas les questions. N'essayez pas de dire « j'ai peur qu'il me pose telle question, je vais le mettre dans mon pitch. Ah putain, s'il me coince sur ce chiffre-là, je vais le mettre dans mon pitch. » Non, laissez la place aux questions-réponses. Vous connaissez votre projet et ne contrez pas les questions. Encore une fois, pas trop de technique. Donc là, encore une fois, si vous êtes dans la green tech, vous êtes dans un SaaS dans la green tech et que c'est très technique, voilà, il y a du code assez compliqué, ne vous embêtez pas selon l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Au pire des cas, il vous posera des questions. Si jamais il veut rentrer un peu plus en technique, il va dire « Est-ce que tu peux appuyer un peu plus sur cet aspect-là? Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans la technique ?» Et à ce moment-là, vous pouvez justement en parler. Mais si en face de vous, vous n'avez pas quelqu'un de technique, là, ça peut coincer. Et je reviens juste avant sur le storytelling, très important. Si vous avez une carrière dans, justement, avant ça, dans la green tech, dans une green tech particulière, appuyez votre storytelling. Si vous avez travaillé dans une startup qui a fait une grosse levée de fonds, appuyez-le, c'est très important. Donc dites toutes les choses qui peuvent être nécessaires pour que l'investisseur en face se dise « Ah putain, super, c'est un bon profil, je peux lui faire confiance ».
Comment analyser un bon projet? Bon, là, j'ai pris typiquement les codes que j'ai pour analyser un bon projet. Donc là, c'est côté investisseur. Mais comme je dis, le côté startup peut intéresser l'investisseur et le côté investisseur peut intéresser le côté startup. Donc là, ça reprend la même chose, une équipe solide. Moi, je regarde toujours l'équipe, les founders, le board, qui constitue le board. Est-ce que j'ai des profils atypiques? Est-ce que j'ai des profils qui ont déjà levé de l'argent? Est-ce que j'ai des profils qui ont déjà géré des levées de fonds? Parce que quand j'investis de l'argent, j'ai envie qu'on utilise à bon escient mon cash. Donc voilà, c'est important que j'ai une équipe solide en face et surtout une équipe qui connaît son projet. Les fondateurs, encore une fois, le storytelling des fondateurs que j'ai en face de moi. La mise de départ, très important. Est-ce que les fondateurs ont mis de l'argent, croient en leur projet? Si la personne en face a mis 10 euros, 100 euros, je me dis, il n'a pas cru en projet. S'il a fait un peu de love money, s'il a fait un emprunt bancaire, lui, en perso, pour mener à bien le projet, c'est important de le savoir. Les co-invest, ça, c'est tout simplement qui va investir à mes côtés. Si j'ai des investisseurs qui sont dans la green tech et que moi, je ne le suis pas, ça peut m'intéresser. Donc ça, c'est à le mettre en avant, les investisseurs qui suivent votre projet. Et qui ils sont? Quel est leur secteur d'activité et quelles sont leurs expertises? La scalabilité, donc est-ce que le projet est scalable? Est-ce que je sais qu'on peut vraiment scale à un certain niveau? Ou est-ce que je vais être bloqué à un plafond de verre en termes de scalabilité? C'est-à-dire que si je mets 1 million, dans tous les cas, on ne pourra pas faire plus parce qu'on ne peut pas recruter, parce que la taille de marché est trop petite, etc. etc. Runway burn rate, alors ça c'est des termes techniques, je vous laisserai voir un petit peu sur internet, mais grosso modo c'est la capacité, on va dire que par exemple j'injecte 1 million, combien de temps la boîte peut tenir avec ce million-là ou combien de temps elle crame ces 1 million-là. Voilà, en gros, grosso modo c'est un petit peu ça l'idée. Donc ça c'est très important que moi je le sache et que vous le mettiez en avant dans votre projet. Une bonne taille de marché, donc savoir si la taille est suffisante, ce qui rejoint la scalabilité du projet. Si la taille de marché est trop petite, forcément, on ne va pas pouvoir scale correctement. Donc ça, c'est important de le mettre en avant également. Des bonnes marges, forcément, si la taille de marché est bonne, qu'on scale, mais que les marges ne sont pas bonnes, forcément, le projet ne va pas dans le bon sens. Donc ça, c'est important d'avoir des bonnes marges. Moi, en général, je vais dans des modèles récurrents, donc des modèles SaaS, donc un abonnement, etc., où l'argent rentre avec, on appelle ça un taux de churn, un taux de rotation d'utilisateurs. Donc, moi, je vais que dans des modèles récurrents, donc d'abonnement. Ça, après, peut-être pas forcément votre cas, il n'y a pas forcément lieu de le mettre en avant, mais toujours pareil, il faut connaître l'investisseur que vous avez en face, connaître sa thèse d'investissement. Si vous allez voir quelqu'un qui ne fait aucun hardware, et que vous allez le pitcher en termes d'industrialisation, etc., ça ne va pas l'intéresser. L'intuition, je vais beaucoup aussi, il y a beaucoup de l'intuition dans l'investissement. Est-ce qu'on sent bien le projet? Est-ce qu'on a un feeling avec le fondateur, avec la personne qui nous pitch en face? Donc ça, c'est très important de suivre son instinct en tant qu'investisseur. L'attraction, comme je l'ai dit avant dans les slides d'avant, est-ce qu'on a une bonne traction? Est-ce que la personne vient me voir et qu'il a 1 million d'abonnés sur Instagram? Par rapport, donc, forcément dans la niche de son projet, je vois qu'il y a une vraie traction du marché autour de ça. Je sais que si je mets de l'argent, on vient proposer et répondre et on vient faire face à la douleur du marché. Donc forcément, on va arriver à vendre. Donc très important de mettre en avant l'attraction. Marché international, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher de l'international ou pas? Pas un critère que je vais regarder à 100%, mais ça peut être un plus. Si on me dit, on va aller déjà conquérir la France et les pays francophones, mais derrière on peut aller en Amérique latine, en Amérique du Nord, etc. Là je me dis, ok, on peut aller chercher vraiment la scalabilité et encore une fois, la taille de marché est meilleure, les marges sont bonnes. Voilà. Une fois que tout ça est check, là je me dis, ok, le projet est super intéressant. Donc une fois que vous savez ça, vous avez simplement à dire, ok, je vais mettre tout ça en application. Je vais aller voir Johnny, je lui présente mon projet. Et en général, si tout ça est rempli, à 80% de chance, on a investi dans le projet. Voilà. Donc ça, c'était important de le mettre en place. Donc la conclusion, je vais finir là-dessus. Je vous ai fait vraiment une partie de la startup, donc une partie start-upper et une partie investisseur. Mais c'est très important en tant que start-upper de comprendre comment fonctionnent les investisseurs, parce que si vous parlez comme un investisseur veut entendre, forcément vous allez pouvoir beaucoup plus le séduire, parce que c'est de la séduction, autant quand on investit que quand on vient lever de l'argent. Donc c'est important de comprendre les deux mondes.
Donc je vous invite à écouter, regarder les interviews, à prendre un appel avec moi d'ailleurs, ou regarder un peu les tests d'investissement de fonds d'investissement ou de business angel pour comprendre comment eux investissent et pouvoir justement simplement répondre à leur code, aller les pitcher. Encore une fois, on ne va pas pitcher un fonds d'investissement qu'un business angel de la même manière parce qu'ils n'ont pas la même thèse d'investissement, ils n'ont pas les mêmes critères, les mêmes KPI, les mêmes indicateurs pour pouvoir investir. Donc c'est important de comprendre les deux mondes. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, me laisser en commentaire si la vidéo vous a plu ou si vous voulez que je revienne sur un sujet en particulier. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao les amis.